Actu et débat. Brice Bill Aïtidi. Actu et débat s'ouvre ici et maintenant. Actu et débat de ce jeudi. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons en studio. Deux confrères, les invités du jeudi de Actu et débat, Arimi Choubadé. Bonsoir. Oui, bonsoir Brice. Distel Amoussou, bonsoir. Brice Bill Aïtidi, bonsoir Arimi Choubadé. Alors, deux sujets ont retenu notre attention dans le compte rendu du Conseil des ministres ce mercredi. Il s'agit de la dissolution de la Sogema et de la reconstruction du pont de Gary. Nous en parlerons. On évoquera également cette diversité d'appréciation du code électoral par les confessions religieuses. Mais avant, nous allons démarrer par le sujet le plus brûlant, la médiation Soglo-Yayi, les deux personnalités étaient au Niger. Les deux anciens chefs d'État, je rappelle, sont rentrés tout à l'heure à Cotonou. Plusieurs rencontres quand même d'Issel Amoussou ont été tenues, mais rien n'a filtré de leur séjour en terre nigérienne. Ça fait partie de la série de vices que j'ai enregistré au niveau de cette initiative. C'est en principe une initiative qui devrait être saluée. La série de vices. Mais j'y observe une série de vices. Déjà, à partir du communiqué annonçant cette mission des anciens chefs d'État, déjà dans le communiqué, il faut observer que c'est un communiqué de partis politiques. C'est un communiqué des démocrates, du parti Les Démocrates. Déjà. Ce premier point, il faut déjà le noter. C'est un communiqué de la cellule de communication des deux chefs d'État, deux anciens chefs d'État. S'il vous plaît, lorsque je vais évoluer, vous allez constater que déjà, même au niveau de la composition de la délégation du président Boni Yayi, j'observe deux responsables du bureau politique de ce parti politique, en dehors de son président. Il y a donc Monsieur Georges, je crois, Boni, il s'appelle, le fils du chef de l'État, je me rappelle plus exactement de son nom. Il y a Monsieur Tigri Alassane, qui sont deux cadres, n'est-ce pas, du parti les démocrates. Donc, j'observe ça. J'observe ensuite qu'avant d'aller au Niger, à Niamey, les deux chefs d'État n'ont pas pu, du moins qu'il n'y a eu aucune activité officielle de communication pour annoncer, n'est-ce pas, que ces deux personnalités, anciens chefs d'État, ont eu à rencontrer le président Patrice Talon en amont. Je n'ai pas observé ça. Peut-être que j'ai été sous-informé, mais je n'ai pas pu observer ça. Ensuite, je note un conflit d'intérêts en matière, en ce qui concerne le statut du président Boni Yayi. Serait-il allé à Niamey en tant qu'ancien président de la République du Bénin, ou serait-il allé à Niamey en tant que président des démocrates, président, premier responsable de l'opposition du plus grand parti de l'opposition du Bénin. Je ne sais pas. Mais j'ai observé dans son agenda qu'une fois arrivé à Niamey, il a pu, n'est-ce pas, rencontrer les autorités nigériennes qui sont actuellement au pouvoir. Il a pu rencontrer avec le président Nicéphore Soglo certains anciens chefs d'État du Niger, mais aussi, et ça c'est le point qu'il faut observer, Boni Yayi, en marge, a pu rencontrer des Béninois résidents, n'est-ce pas, à Niamey, indépendamment de sa mission avec le président Nicéphore Soglo, qui devrait lui certainement être au repos vu le poids de l'âge. Ce qui gêne, c'est cette démarche-là. C'est cette série de vices, comme je l'annonce. Donc c'est globalement tout qui gêne et qui me met moi mal à l'aise par rapport aux attentes, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait légitimement attendre d'une telle mission qui devrait en principe nous rapporter la paix, la tranquillité et le règlement de cette crise-là entre le Niger et le Bénin. Mais il faudra aussi souligner que dans le communiqué
de ce que vous appelez la cellule communication des deux anciens chefs d'État, il est noté un point crucial. Il est fait observer de façon vicieuse que depuis 1960, c'est la toute première fois que le Niger s'est retrouvé en crise avec le Bénin. Le spécifier dans un communiqué, le dire de cette façon et le présenter de cette façon-là constitue déjà pour moi une prise de position qui n'augure pas, n'est-ce pas, d'une démarche objective, n'est-ce pas, de personnes qui ont en idée ou l'intention d'aller régler, n'est-ce pas, une crise ou d'aller apporter leur contribution au règlement d'une crise. Alors, pour finir, je voudrais souhaiter que ça n'a pas été, n'est-ce pas, une mission de radotage, ça n'a pas été une mission pour peindre en noir ou en diable le président Patrice Talon à Niamey. La mission a manqué d'imprécision, c'est ce qu'a pensé, c'est ce que pense Distel Amoussou, Arimi Choubadé. Ce que Distel l'appelle vice, est-ce que vous ne pensez pas que c'est stratégique pour les deux chefs d'État? Non, après la relance que vous lui avez faite tout à l'heure, je n'avais même plus besoin de parler. Vous l'avez déjà rectifié en précisant que avant leur départ, c'est communiqué des deux cellules de communication des anciens présidents de la République. Vous lui avez précisé ça déjà, donc tout le laïus qui entoure, c'est plus nécessaire. C'est parce que nous allons commenter. C'est une visite privée. Au Bénin, le Bénin ne reconnaît aucun rôle officiel aux anciens présidents de la République. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de décret portant organisation de soit le cabinet des anciens chefs d'État ou de tous ces gens-là. Ils bénéficient juste, c'est pas d'une allocation dans le budget de la présidente de la République. Et ça s'arrête là. Et c'est pas. Il peut. À moins qu'on me dise qu'il ne doit pas aller à Niamey. Pour moi, ils ont réussi leur mission. Au moins, on a montré au monde entier que le Bénin et le Niger ne sont pas en guerre. Et que, bon, tous les Nigériens, tous les Béninois qui débarquent à Niamey ne seront pas accusés de terrorisme parce qu'ils n'ont pas d'ordre de mission et qu'ils vont passer devant une juridiction d'exception pour être jugés. Pourquoi dites-vous qu'ils ont réussi la mission? C'est ça que vous savez de dire. Et rien n'a découlé de cette mission. Non, mais vous comment l'aviez-vous su? Monsieur Brice Bigarité, je ne sais pas si, lors de leur départ, vous leur avez donné de l'argent ou si vous avez contribué à la préparation de la mission. Je ne sais pas. Ou si vos impôts sont entrés dans la préparation. Non, même si, Arimi Choubadé, s'investissent dans une cause publique. Non, c'est vous qui voulez avoir qui s'investisse. Vous voulez qu'un vieillard de 94 ans vienne régler votre problème à vous. C'est étonnant. Oui, ils se disent qu'ils sont là, qu'ils ont une certaine importance, une certaine autorité morale, et qu'ils peuvent l'exercer pour montrer qu'en réalité, les deux pays, c'est pas la rupture de pont et que, bon, il y a des difficultés entre deux. Les problèmes, c'est Tiani et Talon qui vont régler ça. S'il y a un problème, je vous ai tout dit ici qu'il n'y a pas de problème. Pour des mesures de sécurité, le Niger a dit, je ferme mes frontières. Et voilà, on m'attaque de toutes parts. Il se pourrait que chez vous, il y ait des... Enfin, je veux être sûr que vous êtes des voisins qui ne complotent pas comme moi. Mais en attendant, je ferme mes frontières. Ça, c'est un acte légitime de souveraineté. Et ça ne veut pas dire que le Bénin est en crise avec le Niger. C'est avant que, bon, il y a eu les actes et qui empêchent l'exécution correcte du contrat de pipeline, avant que tout cela ne vienne greffer sur ce qui existait. Et donc, je ne vois pas quel problème les anciens chefs d'État pourraient aller régler au Niger. Ils ont, dans la symbolique, ils sont allés, ils n'ont pas été inquiétés, ils ont été reçus par le chef de l'État, par d'autres anciens chefs d'État qui ont été peut-être leurs collègues, pendant qu'ils étaient en pause, et puis bon, dans la convivialité, et puis ils sont rentrés. Ils n'ont pas été envoyés par M. Distel Amoussou pour qu'au retour, il lui fasse un communiqué pour lui rendre compte. Mais pourquoi au départ, ils ont fait le communiqué pour signaler qu'ils vont au Niger pour ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver à quelques heures. On attend. Je ne sais pas, moi je n'attends rien. Je n'attends même pas de communiqué. Les communiqués étaient publiés par les cellules, juste pour annoncer qu'ils vont faire la mission. Ils ont été à la mission, ils sont revenus.
Qu'est-ce que vous voulez que Ils n'ont de compte à rendre à personne. À personne. Et puis vous avez vu, c'est pas... Oui, on a parlé de LD, c'est possible. Hein? Mais si c'est des visites privées, si c'est une visite privée, chacun y va avec ses proches. Le président Soglo est parti avec son directeur de cabinet. Naturellement, parce que lui n'est pas à la tête d'un parti politique ou des trucs de ce genre-là. Si Tchabi Yahi est très proche de son père et qu'il va dans une mission privée, hein, je ne sais pas si c'est LD qui a financé le voyage, je ne sais pas. Mais je sais très bien que, bon, ce n'est pas l'État béninois qui les a envoyés, ce sont pas les Béninois qui les ont envoyés. Et donc les Béninois, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Mais ils ont démontré à la face du monde que le Niger et le Bénin sont deux peuples frères qui n'ont pas de problème. Et que c'est pas parce que une délégation du Niger s'est retrouvée avec ses membres en prison au Bénin que, bon, forcément, si un Béninois débarque à Niamey, il sera arrêté. Ils l'ont démontré, ils sont allés là-bas, ils ont été accueillis, vous avez vu les photos, c'était un bon enfant et tout. Et je crois que c'est déjà réussi. Donc dans la tête des Béninois, des Nigériens, et même du monde entier, il n'y a pas de problème entre les deux pays. Je crois que la mission est réussie. Et ils ont démontré qu'on peut aller à Niamey, qu'on peut quitter Cotonou, aller à Niamey et rentrer chez soi tranquillement sans que, bon, on ne fasse escale à prison ou bien en détention, puis devant un tribunal. Mission réussie, dit Stella Moussou. C'est ce qu'a dit votre vis-à-vis. Mission confuse, oui, et comme il le fait si bien, il entretient parfaitement la confusion. Et j'espère que les auditeurs qui nous écoutent pourront faire la part des choses et comprendre que on ne se cache pas. Je ne suis pas venu ici pour une élection. Donc je n'attends pas un vote. Je n'attends pas un vote des auditeurs. Il faut lui permettre de finir. Non, je lui dis en même temps. Je n'attends pas un vote des éditeurs. Donc si lui veut être adulé, ben c'est son problème. Allez-y, Distel. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Si les auditeurs sont mécontents de moi, je suis content aussi d'eux. Et puis c'est fini, cher ami. Donc, alors donc, j'espère que cette confusion de rôle qu'on a observé, ce conflit d'intérêts, de statut, n'est-ce pas, qu'on a observé au niveau du président Boni Yahi sera clarifié, je l'espère. Je l'espère pour lui, je l'espère pour son parti politique et je l'espère pour ce qu'il pourrait représenter d'honorifique encore pour ce pays. Car en réalité, on s'attendait, les Béninois, ou du moins moi je m'attendais à voir, n'est-ce pas, Boni Yahi dans une démarche d'ancien président aux côtés de son aîné et Nicéphore Dieudonné Soglo, n'est-ce pas, qui lui au moins est resté dans le cadrage de la sagesse, n'est-ce pas, en ne s'associant pas à certaines autres activités politiques, n'est-ce pas, menées par son successeur. Rencontrer les ressortissants en béninois au Niger. C'est un acte hautement politique. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce qu'on parle de délégation, n'est-ce pas, de béninois résidant à Niamey. C'était pas, n'est-ce pas, la mission, le contenu du cahier des charges de cette mission-là, contenu dans leur communiqué. Dans leur communiqué. Parce que personne ne les a obligés, n'est-ce pas? Oui, ils pouvaient rester dans le confusionnisme total en ne produisant aucun communiqué, en faisant leur voyage, leur aller-retour, et ça n'aurait capté ou captivé l'intérêt, enfin l'attention de personne. Ils sont libres, n'est-ce pas? Je suis libre d'aller à Niamey demain. Donc si vous pensez qu'après le communiqué, mais lorsque vous posez un acte officiel, oui. Lorsque vous posez un acte officiel à travers un communiqué et que vous informez l'opinion de ce que vous allez faire, n'est-ce pas, à Niamey, dans ce contexte-là, hein, vous ne trichez pas après, vous ne trichez pas ensuite, vous ne profitez pas de votre présence là, n'est-ce pas, pour donner des coups, mais vous réglez, vous apportez votre contribution de sagesse à un règlement de crise. J'entends qu'il n'y a pas de problème entre le Bénin et le Niger. Personne n'a dit qu'il y a eu de problème entre le Bénin et le Niger. Mais on a observé que le bon fonctionnement entre les deux États, n'est-ce pas, qu'on a connu, observé depuis, est aujourd'hui mis à mal. Parce que l'un a fermé ses frontières. Écoutez... Pour raison de coup d'État. C'est clair, non? Les auditeurs comprendront que lorsqu'on a des arguments, on y va
tranquillement, on y va méthodiquement, on Je vous structure ai dit d'oublier les son auditeurs. argumentaire. Oubliez les auditeurs. Mais lorsque on ne peut on pas se oublier jette les auditeurs. dans la Non, 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 on est là pour eux. Moi, je parle de moi. Je n'ai rien à espérer des auditeurs. Alors donc, Même ou qui me détestent, ça m'est égal. alors donc vous Laissez-le comprenez. finir, s'il vous plaît. Vous comprenez que cette pratique que nous avons observée au niveau du président de LD et de ce parti-là depuis a été transposée à Niamey. Voyez-vous? Et c'est ça, moi, qui me dérange un peu. Qui me dérange car en réalité, lorsqu'on va pour régler, enfin, apporter sa pierre au règlement d'un conflit, Il n'y a n'est-ce pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il faut lui permettre d'aller au bout de ses idées. Alors donc voilà, cette mission, comme je l'ai dit, pour faire court, est truffée de vices, et vices de forme et vices de fond, est truffée de démarches scientifiques, est truffée, enfin de mauvaises démarches scientifiques, est truffée de complotites, parce qu'en réalité, on ne sait pas et on ne saura jamais ce que Boni Yayi, en entraînant avec lui Nicéphore Soglo, sont allés dire de bien ou de mauvais contre, Alors, votre vis-à-vis, contre leur pays, votre contre vis-à-vis les dirigeants de leur pays. Pense qu'on ne doit rien attendre de cette mission, du moins lui n'en entend rien, mais quand même, deux anciens chefs d'État, deux sages, qui en pleine crise, comme la crise Bénin-Niger, vous comprenez, se décident d'aller... Oui. Non, je pense qu'en Afrique, ça continue Vous- toujours non, mais de valoir. Brice Deux sages. Brice Bill, vous comprenez, et lorsque je parle de confusion et de confusionniste en chef, c'est de cela qu'il est question. C'est-à-dire que deux personnalités, tout au moins Nicéphore Soglo est resté dans son registre, dans son statut, intrinsèque dans ses chefs d'État, mais l'autre a porté deux casquettes. L'autre, le président Boni Yayi a en même temps la casquette dans ses chefs d'État et du président de LD, et nous a malmenés dans son style confusionniste et soutenu sur ce plateau. Vous observez, ça dérange. Et on vient nous dire, non, nous ne devrions rien attendre d'eux, et nous n'avons, parce que nous n'avons pas payé leur voyage, parce que le contribuable n'a pas payé. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Les LD souscrivent et prennent les subventions aux partis politiques. C'est l'argent du contribuable. Non mais Arimi a porté Donc des ils gants. doivent des comptes. Il a précisé que Voyez-vous. il a précisé qu'il vient de rentrer tout à l'heure. Et peut-être on attend de voir. Moi je n'attends pas forcément le communiqué de retour pour analyser, parce que j'ai eu des faits d'analyse, j'ai eu le communiqué et j'ai dit qu'à l'intérieur de ce communiqué là il y a déjà vice de forme. Il y a on a spécifié que depuis 1960 à ce jour, c'est sous Patrice Talon que le Niger connaît des problèmes avec le Bénin. En le disant comme ça, n'est-ce pas, on manque déjà d'objectivité, on manque déjà de confiance, n'est-ce pas? On met déjà Patrice Talon, président de la République, et son gouvernement à mal à ce qu'il pourrait avoir comme confiance en cette mission-là. Déjà, pour premier point de vice à mon niveau. Et deuxième point, je vous ai parlé de la composition de la délégation du président Boni Yayi. C'est deux cadres de LD, M. Tigri et M. Chabi. Voyez-vous, qui composent sa délégation. Peut-être que mais de l'autre côté, font partie de son cabinet, non? S'il vous plaît, je parle du poste ou du rôle qu'il joue au sein du bureau, directeur du parti LD. Et c'est visible. Alors, lorsque vous faites ça, vous ne mettez pas l'autre parti en confiance. Parce que contribuer à régler une crise, c'est mettre les deux partis en confiance. Déjà. Avant de pouvoir dire certaines vérités à chaque parti. Mais lorsque vous biaisez votre statut, vous biaisez le contenu de votre mission, vous biaisez la démarche sous la forme, mais vous ne demandez pas au parti de vous faire forcément confiance. Et le Bénin, à travers son gouvernement, fait très bien. Ça, il faut l'observer. Fait très bien. Le gouvernement, à travers
sa direction de la communication n'a pipé mot sur cette mission jusqu'à leur retour. Il n'y a pas eu de campagne contre, il n'y a pas eu de campagne pour. Le gouvernement n'a pipé mot. Et je dis, c'est une très belle posture que je note, et je crois que c'est en faisant ça que le Bénin va se faire respecter de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, Arimé Choubadé, ils sont allés en visite privée, comme vous l'avez dit, ils sont revenus. Les Béninois sont restés sur leur faim. On nous dit qu'ils vont en visite privée, mais ils se font de communiquer. Est-ce qu'on en avait besoin? Ça, c'est manquer du respect à l'opinion. Alors, Arimé Choubadé, quelle issue à entrevoir à cette crise au lendemain de cette visite où les deux présidents sont restés muets? Non, je ne vais pas me répéter comme l'a fait mon ami tout à l'heure. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions, sinon je ne comprends pas pourquoi on répète la même chose. Je comprends ça qu'on lui, il est membre du BR. Donc il lutte contre LD. C'est normal que la rivalité LD-BR apparaisse sur le plateau ici. Je le comprends. Ouais, non, donc moi, on ne va pas rentrer dans cette querelle-là. Si je parle d'intoxication maintenant, il va encore se fâcher. Je n'ai pas à me mettre dans une querelle entre militants. Si je parle d'intoxication maintenant, il va encore se fâcher. Le président, c'est leur marque de fabrique. Mais il a l'art d'intoxiquer, de foutre la confusion partout. Attaquer Yahi. C'est le père béni de la rupture. Donc, attaquer Yahi, vous avez vu, non? Répondez maintenant à ma question. Pour défendre Yahi. Quelle issue pourrait-on entrevoir à la crise aujourd'hui, au lendemain de cette visite? Il n'y a pas de crise, M. Brice Bill Aïtedji. Il n'y a pas de crise entre le Niger et le Bénin. Moi, je continue de le dire. Il n'y a pas de crise. Mais la frontière est toujours restée fermée. Mais oui, parce que c'est un acte de souveraineté. Parce que les Nigériens, vous voyez, tous les jours, ils sont attaqués. Ils ne savent pas d'où viennent les gens. La dernière fois, on a dit qu'il y a une colonne qui est venue de Libye pour attaquer, tuer des militaires. Enfin, vous comprenez? Et tous les jours, il y a des attaques. Ils ont estimé que du côté du Bénin, où bon, il y a des vérités où les autorités sont montées pour dire, bon, nous, on ira délivrer l'otage Bazoum et tout. Et que, bon, de ce côté-là, faisons très attention, ils ont fermé la frontière. Et s'ils n'ont pas l'impression que les choses ont évolué et qu'ils continuent de maintenir leur... C'est pas quand nous, on va venir leur mettre la pression tous les jours pour dire, vous avez fermé les frontières, alors qu'on ne voit pas des gestes. Je ne sais pas ce que le Bénin a fait pour que le Niger lui fasse confiance. Le Bénin a fini d'agir. Donc, vous êtes le chef d'État maintenant. Le Bénin a fini d'agir. Vous êtes le chef d'État. Moi, je ne vois pas ce que vous, en tant que chef d'État, vous avez fait. Je vous dis, en tant qu'analyste, le Bénin a fini d'agir. Non, c'est vous-même qui vous avez proclamé analyste. Je ne sais pas dans quelle école vous êtes allé pour avoir votre diplôme d'analyste. Nous allons évoluer sur le sujet, s'il vous plaît. Vous avez été certainement certifié d'une école de confusionnisme. Non, moi, je suis là en tant que journaliste. À la retraite, bien entendu. C'est vous qui avez des titres ronflants. Moi, j'en ai pas. Le Niger, chers invités, a décidé d'étudier d'autres options pour exporter son pétrole brut. La piste tchadienne est une possibilité évoquée en Conseil des ministres au Niger. Votre avis, Distel Amoussou? De l'amateurisme dans la réflexion, de l'amateurisme dans les stratégies, de l'amateurisme dans la communication, parce que les responsables de la junte qui gouvernent le Niger aujourd'hui, ils savent que ça ne peut se faire. Et ni dans les pratiques, ni dans la forme, ni dans le fond, ni dans les recherches de financement, ni techniquement, cela ne pourrait se faire. C'est juste un ballon de communication mal orienté que de penser à cela. Non, ils peuvent pas, ces responsables-là, et rien ne pourrait, n'est-ce pas, les amener, rien ne pourrait les amener même à prospecter cette piste-là. C'est des effets d'annonce. Mais ils l'ont fait. C'est des annonces lorsqu'on est dans une sorte de clivage, voyez-vous, c'est des effets d'annonce. Non, on dit au Lignon qu'il va devenir le responsable des troupeaux. Ça ne peut se faire. Comment vont-ils s'y prendre, Arimé Choubadé? Il faut rappeler que c'était la première option des Nigériens.
de faire passer, parce qu'il y avait... La piste tchadienne. Tout à fait, parce que le Tchad avait déjà eu un passé avec, pour faire écouler son pétrole vers le Cameroun, dans un port du Cameroun. Et bon, comme actuellement ils sont en cessation d'activité, parce que le gisement n'a pas tenu ses promesses, il fallait raccorder juste un pipeline qui existait. C'est pas maintenant qu'ils veulent construire. Il y avait le côté tchadien qui existait. Eux, il suffisait de faire le raccordement. Bon, peut-être avec la partie chinoise, qui peut-être s'est porté garant de ce que la destination Bénin pourrait être une bonne destination, finalement. Sinon, si vous écoutez très bien le Conseil des ministres au Niger, vous savez, moi, les Nigériens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein? Est-ce qu'ils vont y arriver ou c'est juste un effet d'annonce, comme le dit Distel? Tout à fait. En journaliste, je vous dis ce qu'on doit constater, que ils ont rappelé un accord qui date de 2014 avec le Tchad déjà. Mais plus tard, les choses sont précipitées. Et puis, bon, c'est finalement la destination du Bénin qui a été choisie de construire un nouveau pipeline. Sinon, avant, c'était de faire seulement le raccordement, c'est-à-dire faire la jonction entre les sites pétrolifères et le pipeline qui était déjà disponible au Tchad, qui passe par le Cameroun pour aller vers la mer. Et donc, maintenant, ça se dit que la crise actuelle, vous savez, nous sommes des humains, et les humains cherchent toujours des problèmes. Donc il y a crise, il y a finalement crise. Cherchent toujours, oui, mais sur l'écoulement du pétrole. Le pétrole ne coule plus. C'est sur l'exécution de ce contrat-là qu'il y a crise, cher ami. Parce que le Bénin a arrêté des Nigériens ici, et le Bénin a arrêté même la production, et ça a entraîné des réactions. Est-ce que le Niger ne gagnerait-il pas à faire la paix avec le Bénin? Est-ce qu'on a déjà fini d'explorer toutes les pistes de règlement de crise? C'est ça que je vous ai dit, que les êtres humains dotés d'intelligence sont toujours poussés à chercher des solutions à des problèmes. Aujourd'hui, les Nigériens envisagent toutes les possibilités. On ne peut pas leur dénier ça. Si le pétrole va continuer à couler vers le Bénin, il faudrait bien qu'ils sortent le pétrole quelque part. Et puis si c'est l'option du Tchad qui leur semble finalement plausible, même si ça doit leur coûter des frais supplémentaires, mais on ne peut pas les empêcher de prospérer. Ce terrain-là, si nous restons ici, vous dites jamais c'est le Bénin, il ne peut jamais rien faire. C'est comme si le Bénin dit, le Niger ne peut jamais rien faire s'il n'y a pas le Bénin. Mais on leur a fermé les frontières depuis, je ne sais pas, ça fait plus d'1 an maintenant que les frontières sont fermées. Et pourtant, les Nigériens continuent. Alors cette annonce a été faite en pleine visite de nos anciens chefs d'État. Annonce d'exploration de la piste tchadienne pour faire couler son pétrole. Est-ce que ça n'a pas un sens, Distel? Donc, coïncidence d'agenda, certainement. Coïncidence d'agenda. On pourrait dire que la présence des anciens chefs d'État de l'ancien chef d'État de Soglo et du président de LD Boni Yahi à Niamey aurait contribué à cela. Non, je crois que c'est une piste qui a été agitée depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois que cette crise-là a commencé entre le Bénin et le Niger. Mais vous savez, lorsqu'on a fini par acter, n'est-ce pas, la piste béninoise en faisant passer le pipeline par le Bénin, et on a acté, on a verrouillé les choses. Il y a des contrats, il y a des dispositions, n'est-ce pas, légales qui sont en jeu, et on ne saurait, n'est-ce pas, s'amuser à remettre tout ceci en cause. Ça n'est pas possible, à moins que vraiment on ait affaire à des personnalités. Que va faire le Bénin maintenant après cette annonce? Non, le Bénin n'a rien à faire. Le Bénin a observé. Le Bénin a même s'occupé d'autre chose. Parce que c'est quoi? C'est les Nigériens eux-mêmes qui sont allés fermer leur pipeline, leur machin, l'approvisionnement. C'est eux-mêmes qui sont allés fermer. D'accord? Prétestant de ce que certains de leurs compatriotes se sont retrouvés en difficulté en termes de droits. Ils sont allés fermer. D'accord? Le problème de leurs compatriotes est réglé. Il leur appartient de descendre leur ego et d'aller rouvrir ce qu'ils ont fermé. D'aller rouvrir, mais la frontière ceux qu'ils ont fermé. Je dis, les deux ne se tiennent pas. Les deux, la frontière, c'est un autre problème.
Mais la commercialisation du pétrole ou le trafic du pétrole à travers le Bénin, c'est encore un autre dossier qui est codifié, qui est cadré. Donc c'est eux-mêmes qui sont allés fermer leur affaire et le cas aller ouvrir, toute honte but ou descendre leur ego pour aller ouvrir ça et d'amener les tankers pour que les Chinois amènent les tankers pour le changement. S'ils ne le font pas, le Bénin va faire quoi? Le Bénin ne fera rien. Le Bénin a conduit, n'est-ce pas, son programme d'action. Enfin, le gouvernement du Bénin a continué à conduire son programme d'action jusqu'à terme. Le gouvernement n'a pas à croiser les bras et attendre le Niger. Non, du tout. Merci. Nous allons maintenant sortir des couloirs de la crise à Bénin-Niger pour nous intéresser maintenant au deuxième sujet, la polémique sur le code électoral modifié en mars dernier. Et cette polémique revient, vous le savez, dans le débat. Les positions ne sont pas unanimes sur la récente loi électorale votée par les députés à l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses sont divisées sur la question. Un signe de la vitalité de notre démocratie. À Rémi Chobadé. Bon, enfin, je ne sais pas s'il y a un débat au sein des religions, entre les religions. On a voulu. C'est vrai que certains auraient souhaité que cela débouche sur une guerre de religion où les musulmans sont pour, les catholiques sont contre, mais en réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que chacun s'est expliqué sur les incidents ou ce qui s'est passé à Parakou. On a voulu attribuer à des imams un quelconque soutien au régime par rapport au code. À l'arrivée, les participants même dit qu'en réalité c'est de la manipulation. Eux, ils sont allés pour prier pour la paix entre le Bénin et le Niger ou tous ces gens-là. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et puis après, des politiques ont... Parce qu'il y avait Vous pensez qu'il y a des mains politiques invisibles derrière? Il y avait des hommes politiques, il y avait des personnalités politiques présentes à la manifestation qui peut-être plus tard ont voulu faire croire que c'était un soutien des imams à leur cause, à eux, et que c'était pas juste puisque le rôle des imams c'est de prier. Ils sont venus pour prier, puis après les autres ont fait la récupération. Et je crois que c'est ça que l'Union islamique est venue rétablir pour dire non, il n'y a jamais eu une position de l'organisation par rapport au code que ceux qui sont partis à cette cérémonie. Mais avant les musulmans, il y avait le clergé catholique, il y avait les protestants. Oui, c'est ça que je vous dis. Les catholiques, ils ont fait un colloque. Ils ont associé des non-catholiques. Il y a eu des résolutions qui sont sorties de cette rencontre. Qui demande très clairement que le code soit revisité. Donc, ce n'est pas des positions que l'Église catholique a exprimées. Demander qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait, comment vous appelez, un dialogue national, qu'on essaie de revoir les choses. Mais n'oubliez pas, ils ont vécu eux-mêmes les drames que le code avait déjà, le code de 2019 a déjà causé à chaque élection. En 2019, il y a même encore des corps qui sont dans des morgues. On n'a pas encore réglé ces problèmes-là. Il y a eu des morts, il y a des tirs de militaires, il y a des militaires qui ont été blessés, qui ont été tués dans ces crises causées par l'application de ce code-là. Et donc, on ne peut pas leur demander de rester sans réagir. Et donc, cela va dans l'ordre global des choses. Bon, maintenant, si ça devient un problème que le Bénin ne peut pas résoudre, parce qu'en fait, ce sont des Béninois qui parlent aux Béninois. N'oubliez pas qu'en 2019, ce sont des Béninois qui ont tiré sur d'autres Béninois. Si c'est ça la normale, et que, maintenant, on a l'impression que le code a été corsé davantage avec la dernière retouche, et que certaines confessions viennent demander à anticiper. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais cela ne rentre pas dans une vitalité démocratique comme on veut le faire croire. L'Église n'est pas une composante de la classe politique. Elle a émis des avis. Elle a organisé une rencontre scientifique qui a donné lieu à des résolutions. Et je crois que c'est dans ce cas-là, l'Église n'a pas de rôle d'opposant ou de supporter. Et les musulmans, en tant que fidèles également, n'ont pas de rôle dans cette histoire-là. Donc ça n'a rien à voir avec la vitalité. Vous savez, l'Église s'est toujours exprimée.
d'une manière ou d'une autre, quel que soit le régime à travers le monde, ils sont toujours exprimés dans la marche de la nation, dans les postures parfois politiques. Et donc, pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Et on ne peut pas déjà tirer la conclusion que, bon, ça relance le débat sur le code. Le débat sur le code est toujours actuel. Hein? Et si les religieux se proposent d'intermédiation ou de faire avancer les choses, bon, mais on ne peut pas attribuer un rôle de l'église telle supporte, l'église telle ne supporte pas. Moi, je ne le vois pas en ces termes. Je vois des réflexions qui se mènent où les religieux suscitent des réflexions qui aboutissent éventuellement à des prises de position. Mais de là à dire qu'elle est partie prenante ou les religieux sont partie prenante de la crise, enfin, de cette histoire autour du code, je ne crois pas. C'est une conclusion hâtive, selon vous. Oui, je ne crois pas. Néanmoins, il y a un problème sur le code où les partis, les politiques ne s'entendent pas sur les dispositions du... Mais justement, pourquoi les confessions religieuses, disent-elles, ne peuvent-elles pas parler d'une même voix sur le code électoral? Écoutez, l'église ou les églises font partie intégrante de la société. L'Union islamique fait partie intégrante de la société. Et la démocratie, c'est la gestion de la cité, la gestion participative de la cité. Alors, donc, à ce titre, on ne peut pas le dénier, que ce soit le clergé ou l'Union islamique, le droit de participer, de débattre de sujets de préoccupation nationale. Et donc, moi, je voudrais faire observer que définitivement ce code-là suscite débat. Et il faut pas fuir ce débat-là, faut pas faire de fuite en avant. Il faut faire le débat. Il faut l'appeler, n'est-ce pas, pour le faire véritablement. Au besoin, aller au référendum autour de ce code-là. Parce qu'en réalité, de façon progressive, les codes qu'on a connus, n'est-ce pas, depuis plusieurs années dans notre pays, dans le cadre des différents votes qu'on a eus, ont créé des problèmes, plus qu'ils en ont réglé au plan démocratique. C'est un fait. Il faut donc l'observer et s'asseoir pour discuter. Parce que même si vous estimez que quelque chose est beau, n'est-ce pas, et bon, utile pour votre peuple, et que définitivement vous observez qu'il y a des remous, il y a de la contradiction, il y a des soulèvements, il y a des révoltes, il y a des refus d'acceptation autour de cette chose-là, écoutez, la sagesse vous invite à reconsidérer votre position en invitant, n'est-ce pas, les parties prenantes autour de la table. Mais comment justement reconsidérer la position si ceux qui alertent sont divisés? Une partie de la société civile alerte sur le danger concourt avec ce code électoral, pendant qu'une autre dit clairement qu'il n'y a pas péril en la demeure. L'unanimisme n'est pas à souhait, enfin, n'est pas de ce monde. Voyez-vous, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes heureux d'une situation que immédiatement celui qui est à côté de vous ou moi, nous serions heureux de la même situation. Mais il nous appartient, lorsque nous sommes dirigeants, n'est-ce pas, de prendre la hauteur d'observer. Vous pensez que le gouvernement aujourd'hui devra reconsidérer sa position? Ça fait partie des postures possibles. Ça fait partie des démarches possibles. Voyez-vous, parce qu'en réalité, le clergé, ce n'est quand même pas n'importe quoi. L'Union islamique, ça n'est pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Les partis politiques, les chapelles politiques ne sont pas négligeables non plus. Des personnalités scientifiques, n'est-ce pas, en parlent. Lorsqu'on en parle comme ça, écoutez, je suggérerais qu'on ouvre le débat pour qu'on continue à en parler, puisque nous en avons le temps, puisqu'on en parle et qu'on vide le sujet, et qu'on s'asseye autour d'une quintessence, n'est-ce pas, qui à son tour ne fera forcément pas l'unanimité, mais qui va recueillir plus d'assentiments, de sorte que la majorité puisse se sentir concernée
de ce qui sera retenu. C'est en cela que je proposerais, n'est-ce pas, si nous en avons les moyens, si nous en avons les dispositions techniques et que si nous en avons les profils sur place, qu'on fasse de sorte que ce code-là fasse désormais objet d'un référendum pour que définitivement on puisse dire c'est le peuple qui l'a choisi. Arimi Chobadi, vous êtes d'avis qu'on aille à un référendum, par exemple, qu'on rouvre le débat sur non, vous savez, cette préoccupation-là? Non, vous savez, les Béninois fatiguent tout le monde à la fin. Vous avez vu que surtout les principaux partenaires du Bénin ne sont plus très pressés à aller dans cette histoire-là. Parce que déjà, il y avait eu des crises. Hein, il y a eu des crises, surtout en 2011, avec le chaos. Et là, vous avez entendu à l'époque, la francophonie, même la Nations Unies avait dépêché des émissaires pour essayer de colmater les brèches. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le dialogue. Hein, ils ont fait et c'est, vous savez, notre code date de 2014. Hein. Avant 2014, on n'avait pas de code électoral. On avait un certain nombre de tests. Hein, à chaque élection, on revenait pour revisiter règles particulières, règles générales, élections législatives, municipales, présidentielles. À chaque élection, on venait pour. Donc, on a décidé de mettre toutes ces lois-là dans un document unique. Hein, donc, c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui dans le code. Et en 2014, on est allé avec l'accompagnement de la communauté internationale. On est allé à un consensus, si vous voulez, qui a donné lieu à un code. Et puis, brutalement, le président Patrice Talon vient au pouvoir en 2016 et il décide... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'avis, avec cette diversité d'appréciation, qu'on rouvre le débat sur le code électoral, qu'on aille, par exemple, à un référendum comme on souhaite Oui, enfin... C'est ça que je vous dis, on a déjà fait ce référendum, si vous voulez. C'est peut-être qu'on n'est pas allé voter, on n'est pas allé mettre des bulletins dans l'urne. On a réalisé le consensus de la classe politique autour du code, autour d'un code qui est né en 2014. Talon vient pour en 2016 et en 2018, il décide unilatéralement de modifier les équilibres. Le président Patrice Talon. Oui, son régime, si vous voulez, il décide de modifier les équilibres à partir de 2018. Et non content de faire ça, il amène... une révision constitutionnelle en 2019. Je crois qu'il convient d'aller au-delà du diagnostic. Il a annoncé pendant on vient d'aller au-delà du diagnostic. On n'a que faire. Oui, mais c'est ça qu'on vous dit. Et la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision en 2019 pour demander au Bénin de retourner au code 2014. Et c'est ça que nous avons dit, non, on ne va pas nous donner des injonctions, qu'on quitte la juridiction. Donc aujourd'hui, les gens nous laissent pour nous regarder, pour voir où est-ce que nous irons. Maintenant, on ne peut pas continuer comme si des gamins... Et chaque fois, on leur donne un jouet, ils s'amusent à casser, ils viennent quand on vient encore pour les assister, tout ça. C'est de ça qu'ils agissent. Au fait, vous voyez aujourd'hui que malgré les crises, malgré qu'à chaque élection, des gens tombent, vous n'avez pas vu un Donc en fait, vous êtes d'accord, vous êtes d'avis qu'on rouvre le débat? Non, il faut appliquer les décisions de justice. La Cour africaine des droits de l'homme a dit de retourner au code consensuel de 2014. On n'a pas continué à faire la course en tête. Moi, je crois que présenter comme ça, nous ne nous décidons pas à solutionner, n'est-ce pas, ce que nous avons en face comme difficulté. Parce qu'en fait, le gouvernement a été clair sur sa position en ce qui concerne cette décision qu'évoque Arimi. Alors, donc, c'est un fait. Et l'autre fait aujourd'hui qu'on observe, c'est que le débat amplifie et enfle au niveau de la société civile. C'est pour cela que moi je dis, il faut ouvrir le débat. Nous avons une solution. Il faut ouvrir le débat. Nous avons une solution. On ne peut pas me dire que le refus de respecter une décision de justice est une solution. On a une solution. Il y a une décision qui est là. C'est peut-être dans l'application de cette décision, c'est autour de ça peut-être qu'on peut se réunir. Même pas dire, parce que le gouvernement a refusé d'appliquer. Il faut peut-être ouvrir le débat pour trouver un consensus, l'unanimité autour du nouveau code électoral. Mais celui qui ne respecte pas, un État qui ne respecte pas une décision de justice, comment on appelle cet État-là? C'est le président Patrice Talon qui nous a donné le nom de cet État. C'est un État voyou. Curieusement, quand il s'agit du Bénin, du président Patrice Talon, je retrouve la verve de Arimi. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'adopter la même rigueur vis-à-vis de putschistes,
Vous trouvez que c'est... Mais vous avez un problème, vous, là. Si vous êtes Nigérien, si vous voulez être Nigérien... Lequel, dites-moi. Non, mais ça, lequel des problèmes si vous voulez être Nigérien, allez prendre la nationalité et lutter contre les putschistes. Moi, je n'ai pas de putschistes. En clair, vous voulez qu'on retourne au code de 2014. Attendez, c'est l'incohérence dans votre position. Ah non! Parfois qui me dérange. C'est vous qui vous donnez des titres que vous n'avez pas. Laissez à faire des titres. Mais oui! Mais nous sommes dans un débat aujourd'hui. Non, laissez à faire le débat. Moi, je suis un journaliste. Je ne suis pas un faiseur de monde. Bon, si vous pensez... Alors, moi, je ne suis rien. Si vous pensez... Je dis, nous sommes dans un débat. Non. Je vous dis, vous n'allez pas constamment intoxiquer et créer la confusion au sein des auditeurs. C'est pour ça que vous m'arrêtez. Je vous dis. C'est pour ça que vous m'arrêtez. Oui. Bon. Donc, vous êtes l'animateur de l'émission. Je vous dis, il y a une solution. Le gouvernement, comment on appelle-t-on? Le président Yahya avait dit que la communauté internationale n'a qu'à venir s'associer pour construire une solution. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se précipiter? Je vous ai dit que pour régler la crise qui a pris son ampleur. Il a dit ça en tant que qui? S'il vous plaît. Il a dit ça en tant que président de l'État. Je sais en tant qu'ancien président. Vous savez que le BA entend Yahya, c'est la guerre. Mais laissez-moi aller au bout. Le B a quoi à voir? Allez-y rapidement, on va finir sur le sujet. Oui, c'est ça que je dis. Le B a quoi à voir? Il y avait eu des crises lors des élections. Mais en 2011, on a atteint un niveau où la communauté internationale est venue s'intéresser à ce problème-là et a aidé le Bénin à avoir un code que nous avons modifié, qu'un camp politique a modifié, sans même laisser l'application de... Que la classe politique a modifié. Non, pas la classe politique, c'est le camp de la rupture. C'est la classe politique, non? C'est la classe politique qui a réalisé le code consensuel 2014. Mais en 2018, ce n'était plus cette classe politique-là, c'est une partie. Aujourd'hui, attendez. C'est une partie de cette classe politique qui a décidé de rompre les équilibres. Puis on est allé à la justice. Le gouvernement béninois a défendu son dossier devant la cour et a perdu. Mais il dit non, moi je n'applique pas et je sors de la cour. Et puis on a les conséquences jusqu'aujourd'hui. Et on va nous dire non, on laisse tomber ça. Merci, nous allons poursuivre Actu et Débat. On se retrouve juste derrière ceci. La société de gestion des marchés autonomes Sogema a été dissoute ce mercredi et c'est désormais l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM qui remplace cette société qui gérait seulement les principaux marchés de Cotonou. L'annonce a été faite en Conseil des ministres. C'était attendu, disent-elles, la dissolution de la Sogema avec la création de l'ANAGEM. Très rapidement. Évidemment, cela rentre dans une logique de cohésion, de gestion. Lorsque vous mettez en place une agence qui va prendre désormais en compte la gestion des marchés, l'entité qui existait, qui jouait ce rôle, au risque de se retrouver en conflit d'intérêts avec l'agence, est appelée à céder, n'est-ce pas, c'est son patrimoine, n'est-ce pas, et de mettre la clé sous la porte. Je crois que c'est ce qui est fait et ce qui est à souhaiter, c'est de sauvegarder les emplois, n'est-ce pas, de mettre un point d'honneur à regarder le côté social de cette mutation et pour qu'on n'ait pas encore d'autres chômeurs, d'autres familles en difficulté sur les bras, et de regarder correctement la structuration de l'agence pour que les usagers de nos marchés, à savoir le monde marchand et la clientèle, puissent tirer son épingle du jeu et que cela soit pour le bonheur de tout le monde. Voilà. Le gouvernement, Arémi, vient-il, avec cette dissolution, confirmer sa nouvelle vision de modernisation des marchés du pays? Bon, enfin... Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais votre histoire de modernisation, c'est pas ce que vous appelez modernisation des marchés. On y achète désormais avec... WhatsApp ou bien Facebook, je sais pas en quoi les marchés sont modernes, parce que c'est construit aujourd'hui. Si on construit de nouveaux marchés demain, on va les appeler comment? Ultra modernes. Enfin, donc je crois qu'il y a eu des nouveaux marchés. C'est des marchés d'un certain standing quand même. Oui, mais vous savez, vous êtes une radio de la décentralisation. Vous devez pleurer pour ces nouvelles-là. Ah bon? Nous sommes dans la recentralisation. Les marchés, la gestion des marchés sont du ressort des collectivités locales. Les marchés, vous savez, il n'y avait pas que la Sogema, il y avait une société de gestion des marchés de Parakou. Il y avait une agence, mais tout cela était coordonné par les mairies. Et vous savez qu'il y avait une vieille querelle entre la Sogema et la commune de Cotonou.
Au sujet de... Oui, non, au sujet de la gestion. Qui c'est qui avait amené cette Au sujet. querelle? Non, c'est. Allez-y. Je vous en prie. Allez-y Allez rapidement. prendre. Allez-y rapidement. Vous savez ce que moi je reproche au gouvernement, Oui. c'est de ne pas aller supprimer la loi sur la décentralisation et de continuer à faire comme si cette loi n'existe pas. Qu'est-ce qui concerne un gouvernement dans la gestion des marchés? Les marchés, c'est la loi qui a donné leur gestion aux mairies. La preuve, c'est que même la SOGEMA ne couvrait pas tous les marchés de Cotonou. Ça couvrait juste d'Antokpa et quelques marchés tout autour. Et puis le reste était géré par la mairie. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est le gouvernement qui s'occupe aujourd'hui du ramassage des ordures. C'est le gouvernement qui s'occupe de l'éclairage public. En tout cas, dans les communes qu'ils appellent le Grand Lokwe. C'est-à-dire que la décentralisation n'existe plus. N'oubliez pas les histoires de la réforme des SE qui gèrent désormais les budgets municipaux, etc. Donc le gouvernement a sa logique d'enterrer la décentralisation. Autre décision du Conseil des ministres, la mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont de Ganri ainsi que la reconfiguration des carrefours Sobébra et La Roche et la réhabilitation des voies d'accès au pont. Je reste avec vous, Arimi. Ce sera votre mot de la fin. Une bonne nouvelle quand même pour les usagers de cette passerelle en dégradation avancée. Quelle passerelle en dégradation? L'ancien pont, le pont de Ganri. Est-ce que ce pont-là, ça draine encore quel monde? Hein? Il y a le troisième pont qui est déjà juste apposé à l'ancien pont. Non, mais aux embouteillages, les usagers continuent d'emprunter. Oui, je ne dis pas que personne n'emprunte, mais ils ont annoncé qu'ils vont construire le pont de Djonou et lier ça jusqu'à Sémé. Ils ne l'ont pas fait. Lors de l'annonce du PAG, la Bénin révélée là, ils ont parlé de l'aéroport de Glo. Cette annonce, c'est quand même une bonne nouvelle pour la population. Ils n'ont pas parlé d'aéroport de Glo. Ils ne parlent plus de ça. La route Djougou, Péonko, les fameux décapés là, dont ils ont parlé dès leur arrivée au pouvoir. C'est tout en attente. Mais ceux qui n'ont pas annoncé, c'est ça, ils courent derrière ça. Et moi, j'ai un problème par rapport à ça. Distel, bonne nouvelle pour les usagers de ce tronçon-là? Je dirais le programme d'action du gouvernement 2 est en marche. Ce qui est à souhaiter est que le délai contractuel de 24 mois soit rigoureusement respecté et que les travaux, n'est-ce pas, soient de qualité et pour entrer dans la logique de la durabilité. Je vais souhaiter que les populations qui seront dans l'emprise ou impactées, n'est-ce pas, par ces travaux soient réellement pris en compte et que les comptes soient bons et que, n'est-ce pas, le cadre de vie qui est en train de s'améliorer depuis l'arrivée du président Patrice Talon continue d'être amélioré. Merci. Et je vais finir lorsque je vais confirmer des propos du maire de la ville de Cotonou, monsieur Luc Setonji Atropo, qui disait il y a quelques jours que dans tous les cas, Cotonou d'aujourd'hui n'est pas Cotonou d'hier. Je dirais simplement. Parce qu'il était à Boycon. Je dirais simplement. Parce qu'il était à Boycon. Cotonou de demain. Il était à Boycon, donc il a fait. Merci, il ne connaissait pas le Cotonou vous d'hier. êtes consultant média. Vous étiez en face de Arimi Choubadé, journaliste. Radio et débat se referme sur Radio Cotonou, mise en onde Hilaire Aguemont. Prise de vue, Patrice Bédia. Nos programmes se poursuivent sur la voie des Cotonois. Merci de nous avoir suivis.